Rebonjour tout le monde, je pense que ça fonctionne. Désolé pour l'interlude, le problème sonore que nous avons eu et le problème. Donc, nous sommes de retour. Vraiment, pardonnez-moi là, de mon côté, là, il y a eu un petit problème là, au niveau de l'ordinateur. Donc, j'en suis vraiment désolé. Donc, nous recommençons plus efficacement où je mentionnais là, que nous étions dans un Facebook Live, là, un Facebook là, qui est super important pour notre organisation. Donc, sans plus tarder, là, vu qu'on a eu quelques problèmes techniques, je vais inviter d'entrée de jeu là, notre présidente du syndicat, Mme Julie Daigneault, à se joindre à nous. Donc, bonjour Julie. Bonjour Francis et bonjour tout le monde, tous nos membres, nos militantes et tout le monde qui nous écoute. Et ensuite, je vais, sans plus attendre, là, demander à notre présidente de la FIC de se joindre à nous. Donc, veuillez accueillir chaleureusement, là, directement là, devant vos écrans, Mme Nancy Bédard, qui est présidente de la FIC. Bonjour Nancy. Bonjour, bonjour à vous tous. Très contente d'être avec vous ce midi, de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vais d'ailleurs, d'entrée de jeu, là, inviter les membres là, qui souhaiteraient nous poser des questions là, tout au long du Facebook Live à le faire là, via la fenêtre de chat là, sur le Facebook. Donc, directement déposer vos commentaires là, sous les vidéos et nous pourrons les prendre. Là. Nous allons en prendre quelques-uns là, au long de la rencontre. Donc, Julie, depuis maintenant là, plus d'un an, que les membres du FIC-SPSL vivent sous la pression, vivent sous l'inquiétude, la peur et même parfois la menace. L'arrêté 007 permet à l'employeur d'imposer des conditions de travail qui sont souvent difficiles. Depuis maintenant un an, le syndicat se bat pour conserver un minimum de conditions acceptables pour les professionnels en soins des Laurentides. Est-ce que tu es en mesure de nous faire un court portrait de la situation là, qui s'est déroulée depuis maintenant un an? Oui, effectivement, ça fait plus d'un an qu'on est frappé par cette pandémie-là. Hein. Personne n'était préparé à ça, autant la population que les professionnels en soins. Donc, on vivait déjà avant la pandémie là, de la surcharge de travail, un manque d'effectifs, du temps supplémentaire obligatoire. Donc, cette pandémie-là a accentué un peu le tout. Les gens étaient épuisés, ils sont quand même au rendez-vous, les membres sont là. Merci à vous qui nous écoutez. Merci aussi d'être là pour tenir à bout de bras notre réseau de santé dans les Laurentides. Donc, en première vague, on a quand même eu plusieurs difficultés et aussi un arrêté ministériel là, 007 là, qui vient implanter des mesures supplémentaires et bannir pratiquement nos conventions collectives. Donc, on peut parler des 12 heures obligatoires. Les gens devaient être disponibles à temps complet obligatoire et sont dû être travaillés à temps complet également. Il y a plusieurs de nos membres qui ont été déplacés dans d'autres centres d'activité où elles n'étaient pas nécessairement formées non plus. On a eu des annulations de congés, des annulations des congés fériés, des annulations de vacances. Donc, ça fait vraiment mal là, aux professionnels en soins là, en première vague. Il y a eu un petit répit, mais la deuxième vague est arrivée assez rapidement. L'employeur qui avait utilisé mur à mur l'arrêté ministériel, donc ça a été encore utilisé quand même à large escient à travers toutes les Laurentides. Donc, on est là depuis le début pour tenter de minimiser cette application-là. On demande des rencontres, on a des rencontres régulièrement et tout dernièrement, bien, le sujet de notre jour, bien, ça va être la rencontre qu'on a finalement eue aujourd'hui avec la PDG. Merci beaucoup, Julie. Et vous, Nancy, de votre côté, est-ce que c'est un peu le même son de cloche que vous avez là, tant au niveau national là, sur toute cette détérioration des conditions de travail là, qui ont été vécues? Et est-ce que vous avez peut-être quelques exemples de ce côté-là?
Bien, c'est très clair, là, notamment sur 007. Même si les gens, au début de la pandémie, ont été très, très mobilisés, tous nos professionnels en soins au Québec, rapidement avec l'arrivée de cet arrêté et surtout l'utilisation abusive qui sortait de tous les critères là, qui avaient été mis par le ministère, la façon dont les employeurs ont traité les professionnels en soins via cet arrêté a été totalement dévastateur, notamment dès l'utilisation fin mars, début avril. On a pu voir que les professionnels en soins ont reçu ça comme une douche froide. Et là, on suivait ce dossier et on avait des discussions, moi, au niveau national, là, à bien des égards, dans bien des endroits où ce n'était pas justifié pour tenter justement de diminuer l'effet de cet arrêté. Et vous l'avez vu, là, dès le mois de mai, dans le contexte de la pandémie, on a recommencé, on a été obligé de faire des manifestations dehors, notamment pour les vacances d'été. Comme le dit Julie, il y a eu un répit, mais ce répit-là, il a fallu se battre pour l'avoir. Ce n'est pas un répit qui est arrivé comme ça où les gestionnaires et le gouvernement s'est dit « Ah, il mérite un répit ». Vous nous avez vu partout sur la place publique, l'offensive nationale, beaucoup de discussions à l'époque avec la ministre McCann pour être capable d'avoir cette diminution-là, de l'appliquer et notamment qu'on puisse avoir des vacances. Deuxième vague arrive tranquillement pas vite à l'automne. Cette fois-ci, des discussions avec le nouveau ministre, avec la nouvelle sous-ministre en titre dès la fin août pour dire qu'on ne pouvait plus continuer d'appliquer cet arrêté-là parce que les effets pervers et la balance des inconvénients qui faisaient fuir nos professionnels en soins, donc vers la main-d'œuvre indépendante, des hausses d'assurance salaire parce que le stress, en plus du travail et de la pandémie, d'avoir aucune bienveillance de la part des gestionnaires, aucune préoccupation sur la conciliation travail-famille. C'était plus acceptable, c'était intenable, et puis que le mur qu'on avait frappé pouvait juste s'empirer dans la suite des choses. Donc, le ministère a donné des nouvelles règles, c'est-à-dire qu'il nous disait, bien, ça ne pourra pas être appliqué nécessairement de la même façon parce que vous avez raison, Mme Bédard, alors là, il nous donne raison, mais il y a quand même quelques établissements. C'est sûr que Montréal a été beaucoup plus touché à l'automne, Montérégie, Laurentides, Lanaudière, mais comme le dit Julie, l'employeur a utilisé l'arrêté 007 de façon très, très large, notamment dans les Laurentides. Alors, dès le mois de janvier, on a recommencé là, avec le ministère au niveau national à isoler puis de travailler avec nos syndicats pour voir comment les gestionnaires, dans ce que moi, on me disait au niveau du ministère, l'encadrement qu'ils faisaient pour l'application de 07, pour être capable d'être en phase et de suivre l'évolution de cet appliqué-là. Mais honnêtement, pour nous, on n'était pas d'accord que ce soit appliqué dans la deuxième vague, même si à certains endroits, c'était moins pire. On sait que notamment chez vous, vous l'avez encore vécu de plein fouet. Et l'offensive nationale depuis janvier, c'était « il faut que ça cesse ». Cet arrêté-là a des effets néfastes. Il fait juste en sorte qu'à chaque jour, il y a des gens qui partent. On se prive de professionnels en soins, causés notamment par cet arrêté. Donc, l'effet de ce qu'on pense, de ce que la gestion peut prétendre, n'a rien à voir avec positif, si eux le voyaient, avec les effets pervers. Donc, on est là-dessus. Oui, beaucoup plus dans la région. Il y a des endroits où on a senti plus rapidement la décroissance de 007. Et c'est pour ça, particulièrement pour être capable d'avoir des engagements ce matin, que Julie m'a invité à une rencontre avec la PDG pour qu'on soit capable là, d'avoir des engagements de votre direction et de voir où on s'en allait dans les prochaines semaines. Alors, je vais laisser la parole à Julie pour qu'elle vous livre là, les éléments qu'on a réussi à avoir ce matin. Et effectivement, je pense que ça a été un beau topo, là, Nancy. Puis, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont dû être faites, d'actions qui ont dû être faites autant là, par la fédération que par le syndicat local, le FIC SPSL. Mais je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, là, au terme de la conjoncture actuelle, la situation de la COVID qui semble beaucoup se replacer, particulièrement dans les Laurentides, le nombre de cas a grandement diminué. Le nombre de cas dans les hôpitaux est très, très à son plus bas là, depuis un an. Donc, est-ce qu'on peut dire là, de votre côté,
côté, Julie, là, que la rencontre qui a eu lieu ce matin, là, la rencontre qu'on a placée, est-ce qu'avec cette rencontre-là qui a eu lieu avec la présidente directrice générale, là, Mme Rosemonde Landry, a démontré, est-ce qu'elle a démontré une ouverture lors de cette rencontre-là et quels sont les aspects là, qui ont été revendiqués là, par le syndicat là, ce matin? Effectivement, avec la diminution des cas, je suis ça aussi régulièrement. J'en fais mention aussi à toutes les militantes, à toutes les semaines. Donc, depuis le mois de janvier, qu'on demande vraiment à l'employeur de diminuer les arrêtés ministériels, de diminuer ces effets-là, de toutes les mesures qui est imposées là, aux professionnels en soins. Donc, évidemment, bon, la rencontre qui a eu lieu, il y avait un sujet qui était quand même assez principal, c'était la demande d'arrêter d'utiliser cet arrêté ministériel-là. Donc, Mme Landry était là avec des acolytes aussi au niveau de la direction et accompagnée, moi, de Nancy Bédard et d'une bonne partie du comité exécutif du PQSPSL. On a quand même eu une bonne rencontre d'environ 1 heure avec la direction. Donc, elle a quand même mentionné qu'il avait été largement utilisé, mur à mur, l'arrêté ministériel en première vague. Elle fait son mea culpa. Elle dit qu'elle a utilisé cet arrêté-là de façon moindre, mais quand même, à notre niveau, il a été utilisé largement. Donc, on a demandé quand même à Mme Landry différents aspects qu'elle nous vienne nous confirmer quels étaient son plan de décroissance des mesures. On a demandé aussi un congé estival comme prévu à la convention collective pour tout le monde. Et on a demandé quel était le plan de reprise des activités sans faire de surcharge aussi aux professionnels en soins. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ce qui nous a été mentionné, donc ce que Nancy parlait, les engagements qui ont été émis par la PDG, c'est que le congé estival va être autorisé, comme dans notre convention collective, pour tout le monde, qu'il va avoir la priorisation de l'utilisation de notre convention collective et non de l'arrêté ministériel. Dans les prochains jours, je vais avoir une rencontre également avec le CIS des Laurentides pour avoir leur plan de décroissance des mesures. On nous a confirmé que dans tous les CHSLD, depuis le 15 mars, il ne devrait plus y avoir ces mesures-là d'appliquer et qu'il y aurait une diminution en CH, CLSC et qu'il y aurait une évaluation rapide pour pouvoir avoir la décroissance le plus rapidement. Et également, un point que les gens ont été vraiment touchés avec ça, c'est l'annulation de l'affichage de poste qui devait avoir lieu au mois de février. On aura l'affichage de poste au mois de mai comme prévu. Donc, voilà les engagements de notre PDG. Alors, on va suivre ça de près quand même. C'est quand même des bonnes nouvelles, mais il faut quand même être aux aguets et être au rendez-vous. Et on va compter sur vous aussi pour nous tenir au courant vraiment de toute l'application qui est faite et la décroissance qui va être faite pour pouvoir que vous retrouviez essentiellement vos conditions de travail. Donc, merci beaucoup, Julie, pour le résumé. Je ne sais pas si Nancy, si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter sur cette rencontre-là, là, étant donné que tu étais présente. Oui, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que j'ai quand même des rencontres à tous les semaines avec le ministère et les engagements que le ministère prend avec nous, notamment sur, oui, la décroissance de 0,07 qui a plus lieu d'être. Vous savez, publiquement, dimanche, on a sorti un communiqué. On va s'assurer d'avoir des rencontres là, pour qu'on puisse voir une fin à cet arrêté 007. L'élément qui est particulier et sur lequel je souhaite vous dire, c'est qu'il doit y avoir la fin de l'arrêté 007. On sait qu'il y a une reprise souhaitée des activités de chirurgie notamment, puis de l'ensemble des activités. Donc, la discussion qu'on a eue ce matin et que je voulais vraiment là, entendre la direction, parce que c'est des discussions que j'ai aussi au niveau national, c'est que pour moi, les deux indicateurs doivent être
mis de l'avant et prendre une toute autre importance cette fois-ci, c'est le fait de se dire que combien nous reste-t-il de professionnels en soins aujourd'hui et le taux de temps supplémentaire doit être ramené à un taux assez bas pour qu'il ne génère le moins de temps supplémentaire obligatoire possible, puis un taux de temps supplémentaire qui ne va pas épuiser les gens. Il faut établir un certain pourcentage qui est différent d'un établissement à l'autre avant de se dire qu'on va reprendre les activités de chirurgie à 100 parce que le constat, c'est qu'on était déjà à 100 des services qu'on donnait avant la pandémie. Comme professionnels en soins, tout le monde était à bout de souffle, on le sait. Les sit-ins partout dans les urgences, les médecines, les chirurgies, les caseloads en CLSC, on le sait, là, on était déjà à 200 puis on était déjà épuisés. Et au Québec, les professionnels en soins avaient tout donné, mais même avant la pandémie, le constat était que la main-d'œuvre était tellement en souffrance, on était tellement en souffrance qu'on savait qu'on allait, on le dit toujours, là, frapper le mur. La pandémie est arrivée. Aujourd'hui, il faut vraiment réparer les dégâts. On est en réparation totale parce qu'on a encore moins de professionnels en soins qu'on en avait en décembre 19. Donc, avec la reprise des activités, c'est impossible de penser qu'on va revenir à 100 comme en 2019. De toute façon, ça ne tiendra pas la route. Ça va demander des efforts de temps supplémentaires, encore une fois, le fait que vous soyez dans une surcharge qui ne se peut même plus, là, qui ne vous permet vraiment pas de donner des soins de qualité sécuritaire selon les normes et les standards, vous le savez très bien. Donc, je voulais juste vous dire qu'on était là-dessus, qu'on l'a dit en lien avec la rencontre que Julie devra avoir la semaine prochaine aussi. La reprise des activités doit faire sens avec le nombre de professionnels en soins qui restent dans votre région. On nous a dit que les reprises d'activité, notamment de chirurgie, étaient à 83 Bien, à mon avis, tant qu'on n'aura pas la rencontre pour voir l'adéquation entre qui nous reste comme groupe de professionnels en soins à 37h50 par semaine, c'est quoi le niveau de temps supplémentaire qui peut faire du sens, puis qui va faire en sorte qu'on ne sera pas pris dans du temps supplémentaire obligatoire qui n'a plus de sens. Ça prend de l'oxygène, ça prend du repos, ça prend là, il faut se déposer avant la reprise des activités. Et ça, c'est sans savoir si on va avoir une troisième vague, les variants, vous le savez autant que moi. Donc, il faut vraiment se garder cet espace-là pour ne pas faire en sorte que là, on reprend les activités sur votre dos, encore une fois, avec du temps supplémentaire qui n'a plus de sens, avec le fait qu'on n'aura pas encore le droit à ce qu'on a droit dans nos conventions collectives. Donc, c'est tous ces éléments-là, moi, au niveau national, que je porte et que je voulais m'assurer que votre établissement soit aussi à cette page-là. Et on s'est engagé, puis d'avoir tout ce sens-là. Donc, pour moi, votre équipe locale, dans les prochaines semaines, les rencontres et l'engagement qu'on a eu de la PDG, c'est qu'on pensait pareil, puis qu'on était, on était à la même place dans nos éléments de préoccupation qui devaient être mis de l'avant pour que ça fasse du sens, la reprise des activités. Donc, je souhaitais quand même vous dire ça parce que ce n'est pas juste d'arrêter 007, c'est la reprise des activités. Ça ne se peut pas, là. On ne peut pas penser être à 100 on n'est plus du tout à la même place. On a besoin de prendre l'oxygène, de se déposer avant de penser qu'on a assez de professionnels en soins pour être capable de gérer l'ensemble des activités d'un établissement. Ça, je le fais, là, puis ça, c'est au niveau de tout le Québec au complet. Il faut vraiment là, prendre en compte ces deux éléments-là. Et le ministère s'est engagé effectivement que ces deux indicateurs-là soient dans le plan si on veut, là, de recroissance là, pour l'ensemble des activités. Donc, ce qui fait en sorte que quand moi, j'ai des rencontres avec les présidentes de chacun des établissements, on a des indicateurs, là, puis on suit ces portraits-là. Donc, ça me permet, puis c'est surtout vous aussi, quand vous appelez au syndicat, dans vos témoignages, qui nous permet à chaque semaine de venir montrer là, les établissements ou les régions qui sont plus délinquants, où on sent qu'ils ne vont pas dans cet esprit-là avec les discussions que j'ai avec le ministre et le sous-ministre à chaque semaine. Alors, voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Nancy, dans le fond, je pense que tu l'as un peu évoqué là, dans tes derniers commentaires, l'aspect qui a été demandé ce matin, mais qui est peut-être plus demandé aussi au niveau national. On l'a vu passer là, dans les derniers jours, là,
qu'il y a une demande qui a été faite par la FIC là, afin de rencontrer le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, afin qu'on mette vraiment fin à l'arrêté et qu'on discute ensemble de solutions qui vont être alternatives pour vraiment respecter les conditions de travail qui sont prévues au contrat de travail, mais surtout garantir là, que nos professionnels en soins vont être en mesure d'avoir leurs vacances, leur moment de repos cet été. De ce côté-là, est-ce que vous avez eu un retour jusqu'à maintenant du gouvernement là, à cet effet-là? Bien, il y a deux éléments qui sont importants, Francis, à noter. C'est important pour moi de rencontrer le premier ministre et le ministre Dubé parce qu'on le sait politiquement, en ce que les établissements parfois donnent comme indication et ce qu'ils disent et ce que le premier ministre place sur la place publique, puis vous l'avez tous entendu, il a quand même placé le fait que la reprise des activités ne devait pas se faire sur le dos des professionnels en soins puis qu'il devait avoir un équilibre. C'était suite à nos discussions, mais il l'a placé publiquement. Et moi, je dis toujours que je veux bien être en rencontre avec tout ce monde-là, puis votre syndicat local. Mais moi, mon indicateur, c'est quand vous sentez que nos discussions, puis ce qu'on dit, les engagements sur le terrain, là, vous le sentez. Alors, souvent, là, ça prend des semaines pour qu'à un moment donné, vous sentiez que la culture de gestion et la manière qu'on gère les horaires, puis on gère la bienveillance envers vous, bien, ça me préoccupe énormément. Et 007, pour moi, je veux en reparler officiellement parce que le ministre, dit souvent le premier ministre, dans d'autres dossiers, qu'il faut toujours sous-peser la balance des inconvénients. Alors moi, je veux m'assurer qu'ils connaissent bien les effets pervers de 007, la situation actuelle, parce que si réellement pour lui, ça compte la balance des inconvénients, bien clairement, ça va prendre 5 minutes, puis il va comprendre que 007, dans la balance des inconvénients, est beaucoup plus néfaste actuellement que positif. Alors, ça, c'est ça. Et oui, déjà, là, on est en échange là, pour convenir là, de se rencontrer dans les prochains jours. Donc, ça va se faire rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, dans le fond, pour les résumés que vous nous avez dit là, depuis un an, les dernières rencontres, les rencontres à venir. On a environ un petit 10 minutes là, pour prendre peut-être certaines questions là, qui auraient pu être posées par nos membres. Donc, la parole est à vous. On vous invite là, à déposer vos commentaires là, sur notre page Facebook et nous allons les prendre et tenter de répondre. C'est sûr qu'essentiellement, les questions qui vont être prises aujourd'hui vont être possiblement plus en lien avec l'arrêté et possiblement plus vécues par les professionnels en soins des Laurentides, puisque c'est l'objectif. Mais il y a quand même d'autres personnes là, qui nous écoutent et on est très contents de vous savoir parmi nous. Donc, on avait une question qui avait été demandée par Nathalie Cyr. Est-ce que le plan de décroissance va être de mise advenant qu'il arriverait une troisième vague? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut un peu y aller là-dessus. Mais de toute façon, là, on sait qu'on attend la troisième vague, mais il faut le plan de décroissance maintenant. Il faut, là. On ne sait pas quand est-ce que la troisième vague va arriver. Est-ce qu'elle va arriver à une aussi grande ampleur que les autres vagues? On ne sait pas. Est-ce que ça va être plus spécifique? Il faut vraiment que l'analyse soit faite et que libérer tous les professionnels en soins qui peuvent être libérés présentement de ces mesures-là. Donc, je crois que c'est de mise. Il le faut, on l'a demandé et dès la semaine prochaine, on devrait avoir vraiment des informations plus pointues à cet effet-là. J'ajouterais, Francis, si tu me permets, l'arrêté 007, là, il doit être appliqué quand il y a un déclencheur, puis qu'il y a une éclosion, puis quand il y a des éléments. Fait que, oui, la troisième vague, on l'entend tous, on ne le sait pas, on ne sait pas comment elle va se comporter, on ne sait pas où elle va arriver, on ne sait pas dans quel centre d'activité. Alors, ce n'est pas vrai, et l'arrêté 007 ne peut pas être appliqué pour au cas où, en attendant, parce qu'on a peur que. Elle n'est pas là du tout pour ça. L'arrêté 007, elle a des règles, elle doit s'appliquer selon des règles, et notamment dans les Laurentides, il y a plusieurs règles qui ne sont plus là, donc ça presse. Ils n'ont plus le droit d'appliquer 007, ça ne rentre plus dans le cadre. Alors oui,
S'il y a une troisième vague, je ne sais pas dans quel établissement que ça va commencer, je ne sais pas où ça va aller, mais on va la suivre, puis chaque équipe syndicale va regarder, puis si jamais dans les Laurentides, il y a un centre d'activité, il y a un hôpital où on voit, oups, ça y est, on est reparti sur une troisième vague, on va s'asseoir avec l'employeur, puis on va regarder, est-ce qu'au lieu d'appliquer 0,7, il y a des solutions alternatives pour le faire? Puis s'il y a 0,07, c'est quel des éléments de 0,07 qui pourraient répondre à la situation épidémiologique s'il y a une troisième vague qui refait surface? Donc, pas de troisième vague pour l'instant, pas de situation épidémiologique. Ça ne rencontre plus les règles de 0,07 qui nous sont dites au niveau national. Donc, il n'y a plus d'application. Puis 0,07, là, il n'y a pas juste le temps partiel à temps complet. Il y a différents éléments. Alors, il n'y a pas question de mettre tout en place quand on a peut-être trois cas de COVID sur une unité. Là, il faut recommencer à gérer. On n'a plus d'autres infections nosocomiales, on n'a pas eu d'influenza. Avant la pandémie, là, quand on avait une éclosion dans un centre d'activité, on n'avait pas besoin de 0,07 pour gérer. Là. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Là. Revenons à la base. Là, hein? On peut avoir des cas de COVID, on peut avoir certaines éclosions. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 0,07 pour vivre une éclosion maintenant partout? La réponse est non. Ça suffit. Et là, si on voit une troisième vague ou on a une reprise, on est tous intelligents. Mais les professionnels en soins sont intelligents, on est intelligents et on sera capable de voir quand ça fait du sens. Puis quand ça fait du sens, habituellement, les professionnels en soins, c'est pas là qu'on brandit les pancartes. On brandit les pancartes quand il y a une distorsion, quand ça fait plus de sens, quand on se sent bafoué parce qu'on abuse. C'est là le problématique. Donc, c'est là qu'on se situe. Actuellement, 0,07, c'est de l'abus. Ça n'a plus lieu d'être. Puis effectivement, madame, s'il y a une troisième vague, on va la voir venir, puis on regardera s'il n'y a pas de solution alternative, puis il y a certains éléments de 0,07 doivent être appliqués, bien, on regardera, puis ça fera du sens pour tout le monde. Je pense que qu'est-ce qu'on peut dire dans le fond, c'est qu'il pourra y avoir une analyse qui sera faite à savoir est-ce que c'est juste dans la population où ça commence à rentrer vers les hôpitaux et est-ce que c'est un hôpital, un endroit particulier. Et je pense que la demande qui a été faite ce matin aussi, c'est est-ce que si telle situation arrive, pouvez-vous vous asseoir avec le syndicat et regarder avec le syndicat et non pas décider des mesures alternatives toute seule. Je pense que c'est un peu ça qui a été demandé dans les demandes de ce matin. On a une autre question de Karina Larivière qui demande s'ils n'ont plus le droit d'appliquer 007. Quelles les actions concrètes pourront être faites là, à part le plan de décroissance? Bien, en fait, ça va être là, d'appliquer la convention collective, un peu comme Nancy vient de l'expliquer. Donc, il faut appliquer ce qu'on a dans nos conventions collectives. Là, on a géré des cas bien avant la pandémie. Hein. En fait, plusieurs années qu'on vit des situations difficiles, qu'on vit des hivers avec les influenza, qu'on vit toutes sortes d'infections nosocomiales, puis on les gère avec ce qu'on a habituellement. Donc, je pense que c'est de cette façon-là, là, 007, là, vraiment, là, c'est terminé. Il faut que ça cesse. Puis c'est ça qu'on demande vraiment le plus rapidement possible. Une des clés importantes pour moi, c'est que puis c'est ça qu'il faut comprendre. Je le sais que d'arrêter d'appliquer 007 pour certains centres d'activité puis certaines équipes, ils peuvent se dire « Ouais, mais là, comment qu'on va faire? Parce que là, si tout le monde revient à temps partiel, s'il y a plus de 12 heures, ça ne se peut pas que ce soit vous, comme professionnel en soins, qui portez ça. » Donc, la seule solution, c'est qu'il faut qu'ils continuent à regarder les services. Puis actuellement, à cause des dégâts, le système est à réparer, puis ce n'est pas de notre faute si on n'est pas capable de donner l'ensemble des services. Mais pour moi, c'est une obligation du gouvernement à faire face à tout ce qui a été fait ou pas fait depuis 10-15 ans, de tout ce qu'on a demandé. On a un résultat actuel, un résultat où il n'y a plus assez de professionnels en soins. 007, c'est contre la charte, les droits, ça n'a plus de bon sens. Dans un contexte où la pandémie n'est plus là et où ça ne s'applique plus, on revient au contrat de travail et dans ce respect-là, ce n'est pas compliqué. Il faut juste être capable de donner les services à la hauteur du nombre de professionnels en soins qui restent
sans un taux de temps supplémentaire et obligatoire. Et tranquillement, pas vite, nos gens qui sont en invalidité vont pouvoir revenir et garantir un succès qui reste. On va arrêter d'envoyer nos professionnels en soins en retraite prématurée. On va arrêter d'envoyer nos gens qui sont à bout de travailler chez Costco. Puis on va arrêter d'envoyer nos gens travailler dans les agences. Il n'y a pas de recette miracle, là. Mais un moment donné, il faut se déposer et dire, wow, stop, là. On ne peut pas continuer comme avant. Puis il faut prendre un temps d'arrêt. Puis c'est pas compliqué. La seule mesure pour essayer de repartir ça et que ça fasse du sens, c'est le fait qu'on n'est pas capable de repartir la machine à 100 %. Il faut prendre soin des professionnels en soins, les respecter le contrat de travail. Puis tranquillement, pas vite, on va arriver avec quelque chose qui va faire du sens. C'est pas partout pareil. Les éléments ne sont pas partout pareils, mais pour moi, la base là, du gros bon sens, elle est là. Puis je pense qu'on peut ajouter aussi qu'il y a plusieurs interventions aussi qui ont été faites par l'AFIC depuis 1 an. Ça fait plusieurs interventions qui ont été faites. L'employeur et le gouvernement ont eu l'AFIC devant eux à de nombreuses reprises, que ce soit avec des tentatives d'entente pour justement protéger les professionnels en soins, assurer leur intégrité, qu'il y a eu des recours qui ont été faits aussi en lien avec l'utilisation de l'arrêté 007. Donc, ça ne fait pas 1 an qu'il n'y a personne qui fait rien. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été faites, plusieurs recours qui ont été entamés. Et d'ailleurs, une nouvelle de dernière heure qu'on peut peut-être parler un peu parce que justement, on a une question qui est en lien avec la décision du TAP sur le port du N95 qui arrive 1 an plus tard, alors que ça fait déjà 1 an que la FIC le dit, que les professionnels en soins en zone jaune et en zone rouge sont à risque et qu'on doit les protéger. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a des choses à dire sur la suite des choses, les préjudices, les dommages? Est-ce qu'on a des informations qu'on pourrait dire là-dessus, Nancy, aux membres qui nous écoutent? C'est sûr que c'est vraiment triste d'être obligé de se rendre devant les tribunaux. Puis tu l'as dit tout à l'heure, puis c'est vrai que je ne l'ai pas nommé, pour 007, on a aussi une requête devant les tribunaux où on a commencé la semaine dernière. Et ça, c'est vraiment important. Quand on ne réussit pas à aller avec le gouvernement, à aller chercher le maximum de prévention comme on l'a fait avec les N95. Puis oui, on a mis de la pression, puis oui, on s'est battu pour la protection dès le départ, puis notamment sur avoir le N95 dans les zones chaudes, les eaux tièdes, puis être capable qui soit à votre disposition. Oui, on a réussi à influencer un peu, puis on avait vu qu'à un moment donné, sous la pression, au début janvier, il y avait fait un pas de plus, mais là, c'était compliqué avec des critères, puis là, il faut qu'il y ait 2 résidents, puis là, c'est... Puis là, quand le ridicule, là, à un moment donné, ça se peut même plus, là, mais tu sais, c'est tout ça qui poussait la machine gouvernementale avec tout au niveau médiatique, mais on avait quand même déposé des requêtes là, juridiques à ce sens-là là, depuis l'été passé. Ça, c'était très clair. Et on a été entendus. Il y a eu des auditions. Puis hier, on peut se dire qu'on a gagné là-dessus sur toute la ligne. Donc, je le dis souvent, les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne mène pas. Et c'est important. On les a menées sur tous les fronts. Bien sûr qu'on aurait voulu que ce soit plus rapide puis que le gros bon sens au niveau de la CNESST, tous les gens au Québec qu'on a interpellés qui ont failli à leur tâche, mais nous, on n'a pas failli, on a continué à se battre et hier, on a une belle victoire et j'espère que pour 007, c'est ce qui nous attend aussi pour que plus jamais on puisse vivre un arrêté de ce type dans le futur. Donc, merci beaucoup. Le temps passe rapidement. Là. Il y a un commentaire qui a été mis que je trouvais drôle. Malheureusement, c'est triste parce que c'est la réalité, mais il y a, on a mentionné, dans certains hôpitaux, il y a des professionnels en soins qui sont habillés comme des astronautes en zone rouge et alors qu'ailleurs, c'est un petit masque avec une jaquette jetable. Donc, c'est vraiment insensé. Ça démontre à quel point là, c'est un peu partout vraiment, là, c'est pas égal. Mais je veux vous remercier, Julie, Nancy, pour votre temps précieux que vous nous avez vraiment accordé ce midi. Ça fut vraiment intéressant d'échanger avec vous. On espère que le message aura été entendu par les différentes instances et que les conditions des professionnels en soins des Laurentides, mais partout au Québec également, seront rétablies, mais également améliorées, et ça le plus rapidement possible.
Et en terminant, là, je souhaite vraiment prendre ce moment de cette tribune-là là, pour inviter tous nos membres des Laurentides à une action de dénonciation qui va se dérouler ce vendredi 26 mars de midi et quart à midi 45 devant l'hôpital de Saint-Jérôme, où nous allons souligner là, vraiment de façon triste et symbolique que les professionnels en soins sont prisonnières du réseau de la santé depuis maintenant 365 jours, que leurs conditions de travail sont bafouées à coups d'arrêté. Et nous rappellerons au ministre Dubé qu'il est plus que temps de mettre fin à l'arrêté 007 et de se redonner des conditions de travail qui sont humaines pour nos professionnels en soins. Alors, on va se revoir là, ce vendredi à midi et quart devant l'hôpital de Saint-Jérôme. Donc, Julie, Nancy, merci encore une fois et bonne fin de journée. Merci à toutes les Laurentides, puis on continue. Il faut redresser la situation, puis sachez que c'est avec détermination, énergie, qu'à tous les jours, on fait ce combat-là. Alors, merci d'avoir été présent et surtout, n'hésitez pas à appeler votre syndicat pour toute situation qui serait à l'encontre de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. C'est bien important pour nous pour être capable de les rapporter en tout temps. Donc, merci et à la prochaine. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Soyez assurés qu'on est là pour vous défendre et qu'on prendra vraiment tout le temps nécessaire pour aller en parler avec l'employeur. Bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.